Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, on va débuter le chapitre 11. Nous allons également voir une partie du chapitre 12 et du chapitre 13, parce que dans chacun de ces chapitres-là, il est question du développement physique de l'adulte. Alors, on va y aller progressivement. Quand vous aurez à regarder dans votre volume à quoi cela correspond, fiez-vous au titre que vous avez sur chacune des diapositives et vous retrouvez la matière correspondante à l'intérieur de ces trois chapitres-là. J'y vais de façon assez succincte parce qu'on a encore beaucoup de matériel à voir, entre autres dans ce qui touche la santé mentale. Alors, on va passer un petit peu plus vite sur le développement de l'adulte, mais on va bien faire ça. Alors, allons-y. Comme papa et maman et leur petit bébé ont l'air très contents de commencer, let's go! Au sortir de l'adolescence, les jeunes adultes ont habituellement une bonne connaissance d'eux-mêmes au niveau de leur identité, une préoccupation par rapport à leur apparence physique beaucoup moindre qu'à l'adolescence. Cependant, il y en a qui restent quand même fixés par des préoccupations presque obsessionnelles. Dans le cas présent, on a l'image d'une jeune femme qui veut se faire allonger les jambes. Alors, on a procédé à des interventions chirurgicales qui sont purement d'ordre esthétique, bien qu'elles soient orthopédiques. Les risques sont importants. On fracture le tibia, on installe un appareillage qui va permettre la reconstruction du corps, du cal osseux, pardon. Et puis, à partir de ce moment-là, on espère que tout fonctionne bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Autre préoccupation, la même chose par rapport au fait de se faire débrider l'œil. Les personnes qui n'aiment pas avoir les yeux en amande veulent avoir l'œil plus grand ouvert. C'est pas une question de problème de visibilité. C'est vraiment une question esthétique qui les pousse à procéder à ce genre d'intervention. Il y en a que la problématique va encore plus loin. On va parler de dysmorphophobie. Ces gens-là conçoivent vraiment des parties de leur corps comme étant difformes ou étant en train de se déformer, peuvent aller jusqu'à demander des interventions chirurgicales pour retirer, par exemple, un membre, le bras, retirer leurs bras, qu'ils considèrent comme étant disgracieux, grotesques, peuvent menacer de s'enlever la vie si on ne leur retire pas un membre. Alors là, on va parler vraiment de problèmes graves de santé mentale. Les trois âges de la vie, en fait, ce sont les trois strates d'âge dans lesquelles les gens se situent, ont des défis propres associés à cette période-là de leur vie. Sur le plan chronologique, le plan expérientiel, social, psychologique et tout le tralala, nous avons notre jeune adulte qui se trouve entre 20 et 40 ans. L'adulte d'âge moyen de 40 à 65 ans, c'est ma catégorie d'âge, bien sûr. Suis-je plus près du 40 que du 65? Voilà. L'adulte d'âge avancé, 65 ans jusqu'à la fin de la vie, cette dernière catégorie, on l'a resubdivisée en dizaines d'âges parce qu'il y a des défis qui sont vraiment propres, beaucoup liés à la santé physique, la santé psychologique et aussi le développement cognitif de la personne vieillissante. Alors, on a le troisième âge, 65 ans à 75 ans, quatrième âge, 75 à 85 ans, la strate d'âge dans laquelle ma mère se retrouve, et le cinquième âge, 85 ans et plus. Et oui, on vit beaucoup plus longtemps et c'est pas rare aujourd'hui de rencontrer des gens qui ont au-delà de 100 ans. La belle-mère de mon frère, Billy, sa belle-mère, elle a eu 100 ans il y a quelques temps. Et c'est une femme qui est très alerte sur le plan cognitif, sur le plan physique, beaucoup plus de difficultés au niveau de la mobilité, de l'alimentation et tout ça. Mais elle a un discours incroyable. C'est une dame qui est très cultivée et une mémoire, comme on dit, une mémoire d'éléphant. Voilà. Parlons maintenant de vieillissement. Quelques termes qui sont associés au vieillissement. Le premier que je vous ai indiqué, la sénescence, qui est le déclin physique lié au vieillissement. Donc, les pertes qui vont se faire au niveau de, bien sûr, de la motricité, du fonctionnement des organes internes, de la structure osseuse, de la cognition. Donc, tout ça, ça fait partie de la sénescence. Pensez à sénile. Je sais que c'est pas un mot qu'on aime entendre parce qu'on a bien des images négatives associées à la sénilité, mais c'est ça, c'est vraiment le déclin. Vieillissement primaire, vieillissement secondaire. Le vieillissement primaire, lui, est lié à la biologie humaine, donc lié à l'âge. C'est le vieillissement qui est programmé, qui est dans ta maturation, qui est programmé génétiquement
comment tu vas te détériorer au fil du temps. Si tu as une bonne hygiène de vie, bonne alimentation, faites de l'exercice physique, limitez vos consommations d'alcool et de drogue. Vous avez une vie de moine tibétain. Vieillissement primaire va faire en sorte que on va remarquer sur votre corps, sur votre mode de fonctionnement, sur votre pensée, votre façon de gérer vos pensées, où vous en êtes. Ça, c'est le déclin primaire. Ce vieillissement-là peut être accompagné d'un vieillissement qu'on appelle secondaire. Le vieillissement secondaire, lui, est vraiment lié aux stress environnementaux, donc pourrait être évitable. Ici, j'ai la photo de quelqu'un que je ne connais pas. Cette dame est beaucoup exposée au soleil, semble-t-il. Quel âge elle a? On ne le sait pas. Elle fume la cigarette. Donc, c'est quand même quelque chose de toxique qui va altérer le fonctionnement de ses cellules. Et peut-être que sur sa chaise de camping, c'est sa chaise de plage, quelques verres de pina colada l'attendent aussi, donc elle consomme peut-être aussi beaucoup d'alcool. Ces éléments-là, qui viennent de l'environnement, ben, ils vont contribuer à augmenter la rapidité de son déclin. Donc, son vieillissement primaire, elle était programmée pour vieillir à une telle vitesse, ben là, elle augmente ça. Donc, elle risque bien sûr de développer des cancers de façon plus prématurée et aussi de faire vieillir son organisme. Sa peau va manger une claque, puis les autres organes aussi. Alors, bonne chance, madame! Je vous présente maintenant deux spécialistes qui travaillent avec la personne âgée. Nous avons le gérontologue. La gérontologie, qui est l'étude scientifique du vieillissement, en fait, c'est le psychologue de la personne âgée. Parce qu'on sait qu'il y a des problématiques qui apparaissent quand on vieillit, qui doivent être vues de façon différente que par rapport aux années précédentes. La personne âgée vit beaucoup des pertes, des deuils, peut être sujette à la dépression, à des troubles anxieux, à des maladies propres aussi à la vieillesse qu'on va retrouver plus souvent, en tout cas comme la maladie d'Alzheimer, c'est beaucoup plus pour une personne qui avance en âge, quoiqu'il y a des cas de maladie d'Alzheimer précoce. Donc, le gérontologue va travailler avec la personne âgée, avec sa famille, pour lui fournir l'encadrement dans tous les volets, dans les volets biopsychosociaux de son existence. Le gériatre, lui, c'est vraiment le médecin spécialiste des maladies propres à la personne âgée. Donc, on va s'occuper des structures, du fonctionnement interne de la mécanique humaine. Donc, tout ce qui va toucher la médication qui doit être prescrite, les contrôles, les différents contrôles au niveau de la santé de la personne âgée, ça va être le gériatre. Facile à retenir, pensez à pédiatre pour enfants, gériatre, c'est pour la personne âgée. Qu'est-ce que l'espérance de vie? L'espérance de vie, ben, c'est le temps que tu peux espérer vivre à partir d'un moment donné, un moment X. Par exemple, moi qui suis rendue à 55 ans, à l'âge mûr, ok, combien de temps je peux espérer? Mon espérance de vie est de combien d'années? Si je peux espérer 40 ans encore, eh bien, je vais me rendre à 95 ans. Je pourrais dire que j'ai encore 40 ans d'espérance de vie. C'est magnifique, n'est-ce pas? Bon, donc ça, c'est l'espérance de vie. Ça peut être aussi à partir d'un diagnostic. Dans le fond, ce qu'on donne comme pronostic par rapport à une maladie, qu'est-ce qui va arriver à cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, eh bien, son espérance de vie peut être de tant d'années. Je pense à mon fils. Mon fils, quand on a découvert sa problématique de santé, on lui donnait une espérance de vie de 2 ans. Donc, à partir de l'âge de 6 mois, il ne lui restait que 2 ans à vivre. Il n'a pas vécu 2 ans, le petit tabarouette. Il a quintuplé son espérance de vie, c'est rendu à 10 ans. 10 ans d'existence, pas toujours rose, mais quand même. Donc, l'espérance de vie, c'est une approximation en fonction des données statistiques que nous avons déjà. On dit que la durée de vie maximale chez l'humain est autour de 110 ans. Mais il y en a qui ont même défié cette statistique-là. Madame Jeanne Calment, une Française, qui est décédée en 1997 à l'âge de 122 ans. Et quand on lui demandait c'était quoi le truc de sa longévité, elle disait que, bon, il fallait qu'elle prenne sa cigarette tous les jours et son petit verre de fort. Et voilà, elle a vécu longtemps. C'est pas une raison de fumer puis de prendre un coup. D'ailleurs, Monsieur Churchill, un ex-président des États-Unis, quand on lui demandait, lui aussi a vécu très vieux, quand on lui demandait le secret de sa longévité, il disait, mes amis, le sport.
jamais de sport. Merci, M. Churchill. Bon, ici, on nous dit que au Canada, comme dans beaucoup de pays développés, l'espérance de vie n'a cessé d'augmenter depuis des générations. Comme je vous disais tout à l'heure, on est mieux nourri, on a des meilleurs services de santé, on est beaucoup plus en mode prévention. Alors, c'est ce qui a favorisé le fait que les gens vivent plus vieux. Bon, l'émergence de la vie adulte et l'atteinte de la maturité. Qu'est-ce que c'est la maturité? Ben, il y a plusieurs volets dans la maturité, mais c'est dans chacun de ces volets-là l'atteinte du niveau optimal de fonctionnement. Sous cette partie-là, je vous ai envoyé un lien vidéo qui parle de la conciliation études-famille. Deux jeunes étudiants ils sont en couple, qui ont un enfant et qui attendent un autre enfant. Alors, je vous encourage à l'écouter, puis à vous faire une petite idée sur comment ça se présente. Est-ce que leur situation, elle est généralisable à tous les étudiants? Moi, je dirais que non. Est-ce que le contexte dans lequel ils peuvent vivre ça, ça peut être accessible à tout le monde? Est-ce qu'il peut y avoir des obstacles aussi par rapport à leur mode de fonctionnement? Est-ce qu'ils vivent dans le pays des licornes? Voilà. Bon, maintenant, les différents volets quand on parle de maturité. Nous avons le volet physique et le volet sexuel, bien sûr, physique et sexuel. Physique, ça pourrait dire atteindre ta taille physique au niveau du fonctionnement de tes organes, il est rendu à son top. Et sur le plan sexuel, c'est la capacité de se reproduire. Sur le plan cognitif, ben, rappelez-vous de notre ami Jean Piaget qui nous parlait de la pensée hypothético-déductive. Donc, la pensée formelle, être capable de faire des hypothèses et des déductions. Donc, ça, c'est quand tu es rendu à l'âge adulte, tu devrais avoir atteint ce niveau-là. La maturité, je vais passer tout de suite à la maturité sociale. La maturité sociale, c'est être capable de s'intégrer dans un groupe, d'être productif en société, d'avoir déterminé une carrière ou de poursuivre des études, oui, mais dans l'espoir, dans l'intention, en tout cas, de pouvoir devenir quelqu'un qui va avoir un apport positif dans la société. Sur le plan social, on peut avoir aussi les alliances que vous créez avec les autres. Il y en a qui vont choisir d'être en couple, d'avoir des enfants, de fonder une famille. Une personne qui fait le choix d'être célibataire n'est pas immature socialement. Elle a fait le choix pour se consacrer à d'autres dimensions de sa vie dans lesquelles elle pense s'épanouir. Alors, c'est cela. Et la maturité morale, c'est le sens du bien et du mal. On sait que quand on est un jeune enfant, on se fie beaucoup aux règles. Le fameux surmoi dont Freud nous parlait, c'est un peu cette morale-là. Rendu à l'âge adulte, on est capable d'en mettre un peu de côté, puis de voir qu'est-ce qui est vraiment bien et qu'est-ce qui est vraiment mal. Si je vole un médicament à un pharmacien, l'expérience qui avait été faite par M. Kohlberg, si je vole un médicament à un pharmacien pour sauver mon conjoint qui est malade du coronavirus, alors que j'ai pas d'autre moyen que de faire ça parce que je veux qu'il survive, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Donc, mon jugement va être basé sur plusieurs critères. Pas simplement, non, c'est mal, on n'a pas le droit de faire ça, puis tu vas te retrouver en prison. Hé, mais mon chum, il va mourir, puis moi, je l'aime. Vous voyez-vous? Alors ça, c'est la maturité morale. Et bon, les petites diapos que je vous ai mis là, je pensais à la maturité émotionnelle et affective. Bon, je vais vous parler à l'inverse, immaturité émotionnelle. Bon, c'est des gens qui vont faire des crises de bébé. Freud dirait qu'ils sont en régression à un stade plus infantile. Les gens qui sont dépendants affectifs, ne me quitte pas, qui n'existent qu'à travers l'autre, finalement, ils n'ont pas vraiment une identité propre. Ils s'accrochent de un à l'autre, toujours peur d'être abandonnés. Le cas d'immaturité émotionnelle et affective, on peut penser à la personne qui souffre d'un TPL, trouble de la personnalité limite. Bon, j'embarquerai pas dans ça parce que je n'ai pas assez de temps à vous consacrer pour le moment sur ce sujet-là. On a juste un petit diaporama. Voilà. Et si on parlait de nos adolescents? On a parlé de maturité. Il y a des personnes qui restent dans plusieurs volets de leur vie immatures. Le nouveau terme adolescent, c'est bien sûr une contraction entre le mot adulte et adolescent. Donc, on va se retrouver avec des personnes qui, sur le plan chronologique, vont être rendues
d'âge adulte, chronologiquement, qui socialement devraient aussi être d'âge adulte, ils ont dépassé les 18 ans, et puis, mais qui se comportent encore comme des adolescents. Donc, avec toutes les caractéristiques propres à l'adolescence, le narcissisme et l'égocentrisme dont nous parlait David Elkins, l'illusion d'invincibilité, l'hypocrisie apparente, l'indécision, toutes ces catégories-là d'expériences qui font que sont plus le propre de l'adolescent, se retrouve encore chez notre adolescent. Celui qui refuse, dans le fond, de vieillir, de passer à autre chose pour différentes raisons, par insécurité, par manque de motivation, par manque d'estime de soi ou parce que l'entourage les maintienne dans cette position-là. Voilà nos merveilleux adolescents. Connaissez-vous un tanguy? Mais qu'est-ce qu'un tanguy? Le tanguy, en fait, sur la petite photo qui est dans le diaporama, il y a un monsieur qui est assis entre son papa et sa maman. Il s'appelle Tanguy. C'est tiré d'un film français qui porte ce titre. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui ne veut pas quitter la maison de ses parents parce qu'il est trop confortable. Il a un travail, il a les moyens de partir, mais il a décidé de rester. Pourquoi partir si papa et maman sont là pour prendre soin de moi? Et dans ce film humoristique, ce qu'on voit, c'est que les parents font tout pour que finalement Tanguy décolle et ça ne fonctionne pas, même que ça renforce son désir de rester auprès d'eux. Alors c'est vraiment comique ce film-là, si vous avez la chance de mettre la main dessus. Ils en ont fait une version américaine d'ailleurs. Alors, c'est ça. Le tanguy, c'est un peu notre adolescent. Puis là, je vous ai mis des critères de qu'est-ce qui pourrait être un tanguy. J'ai marqué âge, entre 20 et 35-40 ans. À 20 ans, c'est normal que tu sois encore chez tes parents. Okay? C'est normal que tu sois encore chez tes parents dans les conditions où est-ce que tu n'as pas ton autonomie financière, tu n'as pas ton autonomie sociale, tu n'as pas l'équilibre de la vie adulte parce que tu es en train d'entrer dans la vie adulte. Donc, mais le vrai de vrai Tanguy, ce serait celui-là qui, justement, a tout ce qu'il faut pour ne plus être chez ses parents, puis il reste chez ses parents. On va dire, bon, la situation familiale, célibataire, beaucoup vivent encore chez leurs parents. Il y en a que, bon, parmi ces Tanguys-là, vont partir et revenir. On va parler du phénomène même boomerang. Certains vont partir, fonder une famille et revenir chez les parents parce que là, ça ne fonctionne plus avec la chérie, divorcée, séparée. Ben là, on a besoin d'un break. Un break, c'est correct. Revenir chez nos parents quand on a 35 ans, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre vie, on aura besoin de retrouver l'équilibre, c'est bien correct. Dans la mesure où c'est transitoire, temporaire, la maturité fait que la personne ne voudra pas s'incruster chez ses parents. Dans ce contexte-là, il va vouloir reprendre le cours de sa vie, reprendre sa vie en main et relever les défis propres à l'âge adulte. Voilà! Dans le même ordre d'idées, on va parler des réactions au vieillissement. Nos adolescents ne veulent pas vieillir. Et on a remarqué qu'il y a quand même certaines personnes qui sont beaucoup plus préoccupées que d'autres par le vieillissement. Au tournant de la quarantaine, plusieurs personnes vont déprimer, particulièrement les femmes. Puis deux attitudes possibles, soit elles se laissent complètement aller en se disant, bon ben, de toute façon, je ne plais plus, je ne suis plus aussi jolie qu'avant, plus aussi mince, je m'en vais sur la pente descendante. Je me laisse carrément aller, donc je m'alimente mal, je ne fais plus d'exercice, je suis rendue une vieille femme. Voilà, donc ils vont se laisser aller. Et d'autres, au contraire, vont lutter avec acharnement pour contrer le vieillissement. D'ailleurs, le lien vidéo que je vous ai mis là, il y a des témoignages de 5 personnes qui ont une préoccupation vraiment importante par rapport au vieillissement. Là-dessus, il y en a que c'est vraiment pathologique et d'autres qu'on dit, bon, ben, c'est normal, elles y ont droit, elles ont le droit de ne pas vouloir vieillir sans développer vraiment un problème au niveau de l'image corporelle comme d'autres personnes qu'on voit dans la vidéo. Alors, je vous dirais, regardez ça. Faites-vous votre propre idée et essayez de trouver qui, selon vous, est pathologique et surtout, quels sont les éléments déclencheurs pour chacune de ces personnes de vouloir contrer le vieillissement à sa façon. Voilà, je vous dis ça parce qu'éventuellement, cette question-là va se retrouver
à l'intérieur de votre prochain examen. Alors, voilà. Bon, on dit au tournant de la quarantaine, c'est ça, les gens, comment on veut s'empêcher de vieillir? Bon, des soins corporels, bonne alimentation, sport, c'est sain. Et quand c'est fait à outrance, c'est là que ça devient pathologique. Intervention médicale, on sait qu'il y a des interventions médicales qui sont pour préserver des fonctions au niveau de la santé. Il y en a qui sont purement esthétiques et que, dans le fond, même des personnes se mettent en danger, comme au tout début de la vidéo, ce qu'on voyait. Donc, je vous ai mis un peu le genre de trucs que les gens peuvent se faire en espérant conserver leur jeunesse. Je vais faire une distinction pour vous. Injection de collagène, injection de Botox, c'est pas la même chose. L'injection de collagène, Restylane, entre autres, est quelque chose, c'est une substance qu'on va injecter au niveau de la peau pour faire gonfler, remplir. C'est des solutions de remplissage pour combler les rides. Tandis que le Botox, eh bien, c'est une toxine qu'on va injecter dans les muscles du visage pour empêcher l'expression. Le fait de ne plus avoir d'expression, mais les rides s'atténuent et disparaissent. Les rides autour des yeux, nos fameuses pattes doigts, la ride du lion, la ride qu'on a entre les deux sourcils. Donc, si on arrête le mouvement de ça, le front va se lisser complètement. Alors, ça donne un visage plus figé. Fait qu'il y en a un qui grossit, puis l'autre est fige. C'est joli, hein? La santé du jeune adulte, bon, qu'est-ce qu'on a à dire de ça? Ben, beaucoup ne sont jamais gravement malades. Oui, la santé du jeune adulte, mis à part les cas où est-ce qu'il y avait déjà des problèmes de santé chroniques, des personnes qui ont des mauvaises habitudes de vie, qui sont très sédentaires, qui consomment énormément, ils n'ont pas vraiment de problèmes de santé importants. La mortalité, oui, il y en a. Les principales causes, ben, on sait les accidents. Parmi ceux-là, les accidents de la route, les accidents de véhicules moteurs, finalement. Là. Des suicides et des homicides. Oui, c'est possible que quelqu'un t'en veuille, puis veuille que tu disparaisses. Et puis il t'a fait disparaître, alors ça s'appelle un homicide. Voilà. Bon, les femmes vont voir le médecin beaucoup plus souvent que les hommes. Les principales raisons, ben, c'est lié à notre appareil reproducteur. Les suivis pour la grossesse, les naissances, les différents problèmes qu'on a au niveau gynécologique, qu'on va consulter le médecin plus souvent. Et aussi, on a remarqué que les femmes sont plus attentives à leur corps, aux changements qu'il y a au niveau de leur corps. Donc, elles vont aller consulter pour s'assurer que leur système fonctionne bien. C'est la caractéristique vraiment, vraiment féminine. Les hommes maintenant. Comment ils se comportent face à la maladie ou quand ils soupçonnent une maladie? Ben, on dit qu'ils attendent avant de consulter, puis ils peuvent attendre très, très longtemps. Le jour où ils consultent, parfois la maladie elle est très avancée. Les raisons pour lesquelles ils font ça, ben, ils se disent que ça va passer, qu'ils en ont vu d'autres, qui ont eu les symptômes similaires, puis c'était disparu. Ils sont pas des moumounes, hein? Ils sont pas des moumounes, alors pourquoi j'irais consulter? Je me plaindrai pas sans raison. Tout à coup, on me dit que j'y vais pour rien, de quoi je vais avoir l'air. Le fameux code implicite de la masculinité va être en jeu là-dedans. Donc, ce que j'ai, je le garde pour moi. J'en parle surtout pas à personne, puis je suis capable de m'en sortir tout seul. Une autre raison qui fait qu'ils peuvent ne pas vouloir les consulter, c'est qu'ils craignent qu'on leur annonce la présence d'une maladie grave. Donc, on préfère ne pas le savoir plutôt que de le savoir et de faire face, parce que ça va être un bouleversement trop important. Le cas de mon père fait partie de cette catégorie-là de personnes qui ne vont pas consulter. Et mon père est décédé suite à un cancer colorectal qui est devenu un cancer généralisé. Quand il a consulté, il était rendu trop tard. Il a été opéré, mais le cancer était déjà métastatique. Il se plaignait régulièrement qu'il avait mal au ventre, qu'il avait du sang dans ses selles, qu'il était extrêmement fatigué, mais il ne voulait pas les consulter. Pour lui, non, j'ai pas de temps à perdre avec ça, je dois travailler, je dois faire vivre ma famille, j'ai des projets de retraite et tout le tralala. Ma mère a fini par le convaincre d'aller consulter et ce jour-là, c'est là que l'annonce est arrivée qu'il y avait un cancer colorectal, ensuite des métastases au foie. Alors, c'est un cas typique de cette catégorie-là d'hommes qui ne veulent pas consulter. C'est triste. Alors, messieurs, allez consulter quand il y a une problématique qui apparaît chez vous. Et mesdames, si vous avez un conjoint
qui agit de cette façon-là, allez, shakez-le, allez le porter chez le docteur, amenez-le par la cravate, même s'il ne porte pas de cravate. Bon, les facteurs qui peuvent contribuer à maintenir une bonne santé, nous le savons tous, bonne alimentation, exercice physique, puis éviter de consommer des substances neurotoxiques, en tout cas ne pas en consommer de façon excessive. Ça contribue à maintenir une bonne santé. Le sommeil est important, de prendre l'air, c'est important. Fait qu'on a plusieurs critères comme ça qui sait que bon, ça va nous aider à mieux aller. Un facteur qui, lui, quand il est présent, peut devenir problématique pour notre santé physique et psychologique, c'est le stress. Bien, le stress, on a besoin de stress pour vivre. Oui, minimalement le stress pour nous mettre en action, nous lever le matin, nous engager dans des activités plaisantes, ouvrir votre ordinateur et écouter vos merveilleux PowerPoint préparés par votre gentil professeur de psychologie. Bon, c'est un stress minimal, mais ça te met en mouvement, ça t'éveille. C'est une stimulation qui va faire que tu vas aller de l'avant. Alors, mais le stress, il y a des stress qui sont nocifs, des stress qui sont toxiques, puis c'est ceux-là qu'on essaie d'éviter le plus possible. Donc, on dit que 26% des adultes québécois considèrent que les journées sont assez ou extrêmement stressantes. Je vous dirais qu'en cette période de coronavirus, on va l'appeler une période comme ça, de pandémie, pour certaines personnes, le niveau de stress est extrêmement élevé. Ils se retrouvent isolés chez eux, démunis, pas d'alternative pour se divertir, et c'est des personnes qui sont déjà profondément angoissées ou souffrent de problèmes anxieux. Alors, pour eux, ça devient toxique. Pour leur système, ils peuvent développer des maladies physiques associées à la présence constante de stress. Donc, c'est un petit peu ça, des maladies physiques, même les cancers. On ne dit pas que le stress cause le cancer. Okay? On voit des liens entre le niveau de stress des personnes et l'apparition des cancers. C'est qu'on peut pas faire, c'est une corrélation, si vous voulez, pas un lien de cause à effet, mais vous savez vous-même que quand vous êtes beaucoup plus stressé, vous avez des problèmes digestifs, vous avez des maux de tête, vous souffrez d'insomnie, tout ça, ce sont des répercussions physiques qui ont rapport à la présence de sources de stress. Ici, on va parler de l'échelle de stress de Holmes et Ray, des chercheurs qui ont bâti justement ce qu'eux appelaient une échelle de stress, ont identifié plusieurs éléments de vie, des événements sur lesquels ils ont mis une cote. Une cote pour déterminer comment ça devrait générer de stress à l'intérieur de toi. Au départ, il y avait 43 éléments qu'ils ont identifiés des événements de vie et leur donnaient une cote. Tu devais faire le calcul 2 ans derrière toi, combien d'éléments que tu avais vécu là-dedans, combien de fois ça s'était produit, tu multipliais par 2. Par exemple, si on regarde, ici on a, changement d'emploi. Au cours des 2 dernières années, tu as changé 4 fois d'emploi. Donc, tu vas prendre la cote de 36 fois 4. Donc, ça va te donner un chiffre. On additionne tout ça au bout de 2 ans, et si tu dépasses 300 points, tu as un risque extrêmement élevé de souffrir de problèmes psychologiques graves et de problèmes physiques graves. Alors, c'était comme ça qu'ils évaluaient ça. Sur le tableau qu'on vous présente, on voit que les scores ont changé. Ils ont évalué qu'aujourd'hui, depuis les années 2000, parce que c'est pas aujourd'hui quand même, 2007, c'est pas aujourd'hui, les scores ont changé par rapport aux différents événements. Décès du conjoint. En 67, ça valait 100 points. En 2007, 80. Ah ben, on a perdu 20 points. Eh ben, faites l'interprétation que vous voulez par rapport à ça. Changement d'emploi. Changement d'emploi, en 67, c'était 36 points et 47 points en 2007. Pourquoi la préoccupation de l'emploi, de maintenir son emploi, est beaucoup plus importante qu'à l'époque où il y avait peut-être plus de facilité de changer d'emploi, de changer de carrière. Naissance d'un enfant, 1967, c'était 40 points et 60 points pour 2007. Donc, c'est plus préoccupant la venue d'un enfant aujourd'hui que ça l'était, qu'on considérait à l'époque. Donc, tous ces critères-là se retrouvent
ici. Donc, voici. Ça, c'est pour l'échelle de Holmes et Ray. Vous pourrez essayer de faire votre calcul en retrouvant l'échelle originale. Elle se retrouve sur Internet. Et puis, il y a aussi celle-là qui est faite en fonction des étudiants du cégep. Vous pouvez voir qu'est-ce que ça pourrait donner, vous, comment vous êtes stressé, puis faire attention à, d'ailleurs, plus attention à vous. Donc, au risque de me répéter, je vais vous dire quels sont les facteurs qui vont influencer votre santé. Je vais vous le demander à l'examen, vous allez les repérer immédiatement. Nous en avons 4. L'alimentation, donc soigner son alimentation pour prévenir les maladies cardiovasculaires et certains cancers. On a l'activité physique, dans laquelle se mettre en mouvement nous permet de prévenir l'obésité et d'autres types de problèmes associés au surpoids, dont aussi les maladies cardiovasculaires, les troubles respiratoires, des problèmes au niveau de l'usure des articulations. On a déjà parlé d'obésité morbide. Alors, c'est dans ce sens-là que l'activité physique va nous permettre de maintenir une bonne forme physique et une qualité de vie aussi supérieure que si on ne fait pas attention à nous. Et les narcodépendances, là, je vous dis, évitez les narcodépendances. Quand je vous parlais de substances neurotoxiques, les substances neurotoxiques, ça peut être parce que vous êtes exposé à des produits chimiques qui peuvent altérer votre fonctionnement. Là, on parle de narcodépendance, consommer de l'alcool, consommer des drogues et en devenir dépendant, c'est là où devient la problématique pour la personne, une problématique qui va devenir une problématique d'adaptation, une problématique de santé physique. Les drogues les plus répandues, on le sait très bien, le tabac, le cannabis, la cocaïne, le café. Le café. Il y a effectivement des gens qui deviennent dépendants à la caféine et ça peut devenir problématique pour eux, avoir même des symptômes de sevrage associés à ça. Et notre merveilleux stress, le stress, c'est bon d'avoir un certain stress, de vivre des stress positifs, être capable de bien les gérer. Mais les stress négatifs, qui entraînent la détresse, il faut essayer de les éviter le plus possible ou prendre les moyens pour bien les gérer avec des techniques, entre autres, de méditation. Puis la méditation, c'est pas juste s'asseoir sur le sol en position du lotus, puis se mettre à émettre des om. On peut méditer simplement en prenant une marche en forêt. On peut méditer seul chez soi en écoutant une musique apaisante. On peut méditer en dessinant des mandalas. Alors, il y a plein de façons de pouvoir diminuer son stress, se détacher des préoccupations stressantes du moment pour après ça être en meilleure forme pour revenir à nos activités quotidiennes. On s'intéresse maintenant à la force musculaire. Le jeune adulte, sa force musculaire est à son apogée, ça veut donc dire le top de ta force musculaire entre 25 et 30 ans. Après ça, ça va diminuer tranquillement. On peut perdre entre 10 et 15% entre l'âge de 45 et 60 ans. On ne s'en rend pas vraiment compte si on est une personne comme, je dis vous et moi. Je prends pour acquis que vous n'êtes pas un athlète de haut niveau. Si vous êtes un athlète de haut niveau, grondez-moi parce que ce sont ceux qui vont le remarquer. Bien sûr, parce qu'ils étaient déjà rendus au top de leur capacité physique. Donc, ce 10%-là, ce 15%-là par rapport à leur capacité antérieure, ça fait toute la différence sur une ligne de départ et surtout sur la ligne d'arrivée dans une compétition de cycliste, par exemple. La diminution de cette force-là va se faire au niveau des bras, des épaules en premier. C'est ce qu'on va remarquer parce que c'est les muscles qui sont pas mal les moins sollicités pour beaucoup de gens. Donc, différence plus évidente chez les anciens athlètes, c'est ce que je vous dis, car ils avaient atteint un haut niveau de performance. Voilà. Quand on pense au développement physique du jeune adulte, on le perçoit comme on appelle le spécimen physique idéal. Dans le sens où est-ce que tu es au top dans tout, tu es au top dans ta force physique, tu es au top dans ton niveau d'énergie et même d'endurance. Donc l'énergie, c'est la puissance que tu peux mettre à réaliser une action et l'endurance, c'est le temps sur lequel tu peux soutenir une action. Quand j'étais jeune, je ne suis plus très jeune, eh bien, pour moi, aller veiller tard, le lendemain, poquer un petit peu, mais on s'en remet très rapidement. Aujourd'hui, à 55 ans, si je veille tard, j'en ai pour 3 jours à m'en remettre. Au début, je croyais que c'était un mythe. Dans ma jeunesse, je croyais que c'était un mythe. Et non.
on a beaucoup plus de difficultés à récupérer d'une activité intense. Puis ça, on appelle ça la capacité de réserve organique. Donc, réserve dans laquelle le corps peut puiser lors de situations de stress. Et c'est la capacité de pouvoir récupérer rapidement, puis de pouvoir se remettre sur pied et d'être relancé pour une autre belle veillée le soir suivant. Comme nos jeunes adultes sont des spécimens physiques parfaits, en tout point, comme sur la photo que vous voyez ici, ça n'exclut pas qu'en vieillissant, il va y avoir des changements qui vont s'opérer dans leur merveilleux corps. Et qu'en bout de ligne, eux aussi vont devenir des êtres vieillissants et que leurs capacités sensorielles et physiques vont diminuer. C'est ce qu'on voit dans le tableau 12.1, le tableau 12.1 de la page 403. 403-404, vous pouvez consulter ça. Je vous ai fait un petit résumé dans les diapositives qui s'en viennent et je vais vous les commenter. La dextérité manuelle, ça veut dire la capacité de se servir de ses mains, de se servir habilement de ses mains. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'à l'âge de 20 ans, là aussi, tu es au sommet de ta performance au niveau de ta sensibilité. Quand tu touches à des choses, tes articulations, tu sais, les mouvements que tu as au niveau de tes doigts, ta souplesse au niveau de la flexion de tes phalanges, qui permet à tes phalanges de bouger. Phalanges, c'est les bouts de doigts, si tu veux, les bouts osseux de chacun qui font partie de tes doigts. Voilà. Donc, cette souplesse-là articulaire qui se fait, à 20 ans, tu es à ton top. Ça va diminuer à partir de l'âge de 40 ans. Donc, ça va être beaucoup plus raide, moins souple. Les sensations aussi de tenir des objets vont être moins précises, plus floues, okay? Plus on avance en âge. Donc, mais la capacité de bien se servir de ses mains, elle va être largement compensée, même s'il y a une diminution, elle va être largement compensée par l'expérience. Si tu es quelqu'un qui travaille sur la construction, tu te sers d'outils de précision, ça fait des années que tu t'en sers, tu vas être quand même plus performant qu'une personne de 20 ans. Tu es rendu à 45 ans. Mais la diminution se fait sentir quand même par rapport à la capacité sensorielle, je vous dirais. Je pense à ma grand-mère qui faisait beaucoup de couture, des travaux de couture, de tricot et tout ça. Et puis, parfois, elle tenait son aiguille entre les doigts. Puis elle disait, je la sens même pas, mon aiguille. Des fois, elle l'échappait. Elle dit, je la sens plus. C'est ça, c'est que la sensibilité cutanée va diminuer. Elle dit, je la sens plus. Elle dit, je couds par cœur. Je sais que si je mets un peu cette pression-là, je vais être capable de tenir mon aiguille. Mais ma grand-mère était rendue à 80 ans. Donc, mais ça diminue graduellement à partir de l'âge de 40 ans. Puis on sait que c'est beaucoup musculo-squelettique qui peut faire un obstacle au bon fonctionnement qu'on avait avant. La vision maintenant, encore une fois, à 20 ans, tu étais à ton top au niveau de ta vision. Vision 20 sur 20, non, si t'es myope, t'as pas une vision 20 sur 20, tes lunettes te ramènent à une vision 20 sur 20, mais t'étais quand même au moment de ta vie où ta vision était la meilleure. Vers 40-45 ans, à ce moment-là, il y a un phénomène qui va se produire au niveau de la vision de près. Chez les personnes, c'est ce qu'on appelle la presbytie. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est le cristallin, une petite structure au niveau de ton œil qui permet de focusser les objets, s'ils sont près ou s'ils sont loin, lui, il durcit, il perd de son élasticité. Les petits muscles auxquels ils sont rattachés aussi sont moins efficaces. Donc, ça fait en sorte que la personne a plus de difficulté à faire le focus sur les objets qui sont proches. Ça peut être largement compensé par une myopie aussi, mais il reste que pour certaines personnes, ça va être l'usage de lunettes, dans le fond, de lunettes de rapprochement qui vont permettre de pouvoir lire de façon plus adéquate. Parce que là, ça nous dérange un petit peu. Et ça arrive assez rapidement. Certaines personnes, il y en a qui ne souffriront pas de presbytie avant l'âge de 50, même 60 ans. Pour d'autres, ça arrive vraiment à 40 ans et on a l'impression que ça arrive du jour au lendemain. Donc, ça se fait pas toujours si graduellement que ça. L'évolution, à partir du moment où on devient presbyte, ça va évoluer jusqu'à vers l'âge de 60 ans, à laquelle ça va se stabiliser. Donc, il n'y aura plus de perte au niveau de la vision de proche. La vision de loin, la myopie, il peut y avoir aussi une diminution chez les personnes qui avancent en âge, mais c'est beaucoup moins prononcé que la presbytie. Donc, si on est déjà myope, on peut continuer à être encore un petit peu myope. Ça ne fera pas des bons aussi impressionnants que par rapport à la presbytie. La taille de la pupille aussi va rapetisser vers l'âge de 50 ans.
Qu'est-ce qui fait la taille de la pupille? Ben, c'est ton iris, le petit muscle, la belle petite coloration de ton œil, là. Bon, ce muscle-là, il se contracte, ben, il perd un peu de son efficacité, alors il se dilate beaucoup moins bien quand on se retrouve dans une situation où il fait plus noir. Alors, c'est pour ça que les personnes âgées vont être facilement éblouies. L'iris fonctionne moins bien. Quand il y a beaucoup de lumière, c'est facilement ébloui. Et quand il fait noir, ça ne dilate pas suffisamment pour capter le plus de lumière possible. Donc, dans les foyers pour personnes âgées, on va augmenter la luminosité dans les couloirs où ils doivent passer parce qu'on sait très bien qu'ils voient moins bien. Et quand ils ont à faire de la lecture, ben, ils ont besoin de plus de lumière aussi pour lire, en plus de leurs belles petites lunettes pour contrer la presbytie. OK, on parle maintenant de l'audition. Louis, voilà, ta capacité auditive, encore une fois, t'étais vraiment à ton top à 20 ans. Ton audition va diminuer graduellement au fil des ans, surtout pour les personnes qui sont beaucoup exposées à des bruits forts, des gens justement qui travaillent sur des chantiers, des gens ou des gens qui sont dans des milieux où ils travaillent en mécanique. Le bruit des drills, tout ça. Mon père était dentiste. Mon père a eu des problèmes de presbyacousie. Presbyacousie, c'est un peu ça. Ça fait penser à presbytie. Hein? Presbytie, c'est une voix pas bien proche. Ben, presbyacousie, on n'entend pas bien. Il y a des formes qui sont héréditaires, puis il y a des formes qui sont dues à l'environnement. Mon père n'avait pas de forme héréditaire, mais il était exposé beaucoup au bruit. Le bruit, le fameux bruit de la fraise du dentiste, donc c'était constant. Puis à cette époque-là, bon, on tenait pas vraiment compte de ça, et puis donc ça a accentué le vieillissement de ses cellules ciliées dans son oreille. Donc il a développé une forme de surdité. C'était pas grave, mais il y a une perte d'audition. On dit la perte est graduelle, puis c'est surtout pour les hautes fréquences en premier. Donc les petites voix aiguës, les petites voix claires. Quand vous allez vous adresser à une personne âgée, parlez-lui sur une voix basse. Parlez-lui pas avec une petite voix. Bonjour, grand-maman, comment ça va? Elle t'entendra pas. Si vraiment elle a un problème d'audition, elle t'entendra pas si tu parles avec une petite voix. Baissez le ton. Bonjour, grand-maman. Parlez pas avec la voix de la caverne, là. Bonjour, grand-maman, comment allez-vous? On parle devant la personne pour bien articuler, pour qu'elle voit nos lèvres aussi si elle éprouve un problème de surdité plus important. On dit qu'une personne sur 4 à partir de l'âge de 60 ans vont présenter des différences importantes au niveau de remarquables au niveau de leur audition, vont en témoigner, dire j'entends moins bien. Ceux que c'est les formes héréditaires, ben, ils peuvent avoir besoin à ce moment-là d'appareils auditifs pour augmenter leur capacité à entendre les sons autour. Le problème avec ces appareils-là, c'est que ça augmente aussi tous les bruits autour. Donc, il y a des personnes qui tolèrent difficilement, ils ont de la difficulté à tolérer ces appareils-là. Quand tu te retrouves dans une foule, ça augmente partout autour le son. Bon, la technologie va en s'améliorant, bien sûr, mais ça ne remplace pas ta bonne oreille de 20 ans. La gustation et l'olfaction, le goût et l'odorat, ce sont deux sens qui sont intimement liés, des sens qu'on appelle des sens chimiques. Les odeurs sont détectées bien sûr par ton merveilleux petit pif. Il y a le nerf olfactif qui se rend jusqu'au bulbe olfactif qui est dans ton lobe frontal. Puis là, on décode les différentes odeurs. Les goûts, eux, c'est au niveau de la langue, de la joue, même du palais. On aurait bien sûr des papilles gustatives à ce niveau-là, puis eux détectent les goûts de base, sucré, salé, acide, amer et umami. Donc, c'est ça qu'on va décoder. Il y en a un peu partout. Avant ça, on pensait qu'il y avait des zones spécifiques pour chacune de ces saveurs-là qui sont détectées. Et non, il y en a un petit peu partout. Voilà. Et ça diminue, bien sûr, à partir de l'âge de 60 ans, très graduellement. Tellement que souvent les personnes âgées ne s'en rendent pas compte. Mais toi, tu peux t'en rendre compte si tu vas chez grand-maman, puis que tu trouves que finalement, là, son rôti de bœuf, il est rendu drôlement salé, hein? Parce que pour elle, pour bien le goûter, il faut qu'il soit plus salé. Sa tarte aux pommes est vraiment rendue très sucrée. Avant ça, il me semble que c'était déjà pas mal sucré, parce que pour goûter le sucré, elle en ajoute plus. Pour elle, le problème, c'est pas elle, c'est la recette. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote, ma mère souffrait d'anosmie. L'anosmie, c'est la perte de l'olfaction. À sa naissance, il y a un médecin elle avait le nez qui était un peu déformé au niveau, il était aplati sur sa joue, puis le médecin a décidé d'y remettre en place, mais en lui remettant le nez en place, il a sectionné l'os du nez
et ça l'a sectionné le nerf olfactif, donc elle a perdu l'odorat, carrément. Donc, elle ne peut plus décoder les molécules qui sont dans l'air. Alors, elle ne fait que goûter les saveurs de base, mais pas toute la richesse des saveurs qu'on peut avoir parce que c'est les odeurs qui y contribuent. Mais elle sent vraiment, vraiment rien, là. Les odeurs, les affaires qui puent. Pour tester si on avait un caca dans notre couche, ben, elle mettait son doigt. À un moment donné, il y a eu panne d'électricité. En fait, mon père a fermé les breakers dans le sous-sol de notre chalet. On est revenu un mois et demi plus tard et dans ce merveilleux congélateur, il y avait du poisson, de la merveilleuse morue. Alors, quand nous, on s'est approché de la maison, on a ouvert la porte, on est tous ressortis en courant pour dégueuler notre vie. Et ma mère, tout bonnement, entre dans la maison et fait comme « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'avez-vous? » On sait qui a vidé le congélateur. Les sens cutanés, c'est la peau, on a la douleur, bien sûr, et le toucher, la sensation de chaleur que l'on va retrouver aussi, ben, quand on avance en âge, tout cela diminue aussi graduellement. On dit que la peau des personnes âgées répond moins bien aux stimulations du froid et du chaud. En fait, ça leur prend un délai de réaction pour que ça soit interprété au niveau du cerveau, que la perception soit faite. Alors, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes âgées qui vont entrer dans un bain trop chaud, puis ça leur prend un petit temps de réaction avant de voir que c'était trop chaud. Alors, ce délai-là peut entraîner des blessures. On dit, baissez votre chauffe-eau, s'il vous plaît, pour éviter que ce genre de choses-là arrive. La sensibilité au toucher va diminuer. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand je parlais de ma grand-mère qui tenait son aiguille par cœur. Fait que, donc, c'est ça, il y a une moins grande sensibilité là, de communication au niveau du cerveau par rapport à nos récepteurs sensoriels. Les pieds, les mains aussi sont les premiers à connaître un déclin au niveau des sensations que va retrouver la personne. On est rendu avec la personne âgée, vraiment ça. Ils ont souvent aussi les pieds froids, les mains froides, la circulation est moins bonne. Tout ça entre en jeu dans la diminution de la sensation par rapport au sens cutané. D'autres changements anatomiques, on va parler de la peau. Oui, l'apparence de la peau va commencer à se transformer aux alentours de l'âge de 50 ans, 45, 50 ans. Pour certaines personnes, ça va être accéléré. On a vu qu'il y a des personnes qui s'exposaient beaucoup au soleil, des personnes qui avaient une mauvaise alimentation, des personnes qui fumaient. Tout ça peut accélérer le processus de ces changements cutanés-là au niveau de l'apparence. Donc, voilà, la peau il va apparaître des taches brunes au niveau des mains, au niveau du visage, des endroits qui ont été exposés aussi au soleil. On va dire, elle se parchemine, donc elle devient plus mince, perd de son élasticité, plus transparente. Pensez aux mains de votre grand-mère, de votre grand-père, vous dites, ah mon Dieu, on voit tous les vaisseaux, c'est transparent, et c'est doux, c'est fin, comme un petit papier. Un petit papier parchemin, c'est très, très fragile. Aussi, une petite graphine, et ça peut saigner facilement. Ça fait penser un petit peu à une peau de bébé. Donc, cette peau-là, oui, elle s'amincit, oui, elle se tache, mais elle peut aussi former des plis, des rides. L'élasticité est moins bonne, donc elle a tendance à pendre. Et il y en a qui n'aiment pas ça beaucoup, là. Hein? Le dindon au niveau de la mâchoire, ok, la peau du visage aussi, il n'y écopera pas. Au niveau des bras, les ailes de chauve-souris de grand-maman. Au niveau des cuisses, la peau va descendre, ça fait des beaux gros replis au niveau des genoux. Les personnes qui ont aussi des grandes pertes de poids, ça va être remarquable à ce niveau-là parce que la peau ne reprend pas sa place facilement, rendue à cet âge avancé. Donc, perdre des dents, surtout si la personne a une mauvaise hygiène dentaire, vont devenir plus mobiles, vont se détacher au niveau de la gencive. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu te dis, oh mon Dieu, ça ne sera pas beau tantôt si ça continue. Les muscles s'atrophient. Quelqu'un qui s'entraîne va maintenir un bon tonus musculaire, mais il n'y aura jamais les muscles de ses 20 ans quand même. Des varices, ça, ce sont les vaisseaux qu'on perçoit, ce sont nos veines, qui, au niveau des jambes, vont avoir des problèmes de retour veineux, donc ils vont se relâcher, et puis la circulation sanguine va être moins bonne, ça peut devenir très inconfortable. Esthétiquement, c'est pas joli, mais c'est surtout l'inconfort que ça cause. Il y a des opérations qui peuvent être faites pour enlever ces veines-là,
qui pose problème, puis qui peut amener des risques de ce qu'on appelle une phlébite. Donc, un caillot qui pourrait monter soit au niveau du pulmonaire ou au niveau du cerveau. Alors, on essaye de prévenir ce genre de truc-là. Les cheveux vont devenir plus fins, plus rares. Et les cheveux blancs, en fait, c'est des cheveux dont la pigmentation ne s'installe plus parce qu'on a comme si on avait épuisé notre banque d'encre. Alors, on va se retrouver avec des cheveux qui vont devenir, on dit au départ, sont gris. Après ça, ils deviennent blancs, tout blancs, parce qu'il ne reste plus de cheveux colorés. Le squelette, ben, ça se peut que tu perdes un petit peu de taille. Ma mère a dit qu'elle mesurait 5 pieds 1. Et en fait, elle doit être rendue à peu près à 4 pieds 10. Je dis, ah oui. En fait, elle mesurait 5 pieds. Elle a toujours dit qu'elle mesurait 5 pieds 1, mais elle mesurait 5 pieds avec ses petits talons, 5 pieds 1. Et les disques intervertébraux vont s'amincir. On a des petits coussinets entre nos vertèbres. Puis avec le temps, ça use et ça s'amincit. Puis c'est là qu'on perd le petit pouce qui rapetisse notre taille. Il y a aussi des personnes qui vont souffrir de syphose ou de scoliose, donc une déformation au niveau de la colonne vertébrale. Ils vont perdre là, eux aussi, quelques centimètres au niveau de leur taille originale de quand ils avaient 20 ans. Quand on avance en âge, eh bien, il peut y avoir des modifications au niveau du sommeil. Le sommeil, ben, pour une personne, là, je parle vraiment d'une personne âgée, donc à partir de l'âge de 60 ans, il y en a qui vont vraiment démontrer des changements à ce niveau-là, des réveils plus fréquents durant la nuit, pour différentes raisons. Peuvent souffrir d'insomnie, oui, mais aussi à cause de leur fonction physiologique va les réveiller la nuit. Des envies plus fréquentes d'aller uriner la nuit, alors ils vont se lever. Ils disent, ouais, mais moi j'ai 20 ans, puis c'est ça que ça fait. Ne t'inquiète pas. Toi, tu as un nervous pee, ok? Une vessie nerveuse. Et bois un petit peu moins avant de te coucher, puis tu vas faire des bonnes nuits. Donc, on revient à notre personne qui avance en âge. Donc, des réveils plus fréquents, moins de MOR. MOR, c'est mouvement oculaire rapide. Donc, on a remarqué que la période du sommeil paradoxal, la période durant laquelle les personnes rêvent, est beaucoup moins importante. Diminue, en tout cas, chez la personne qui avance en âge. Étant donné qu'elle se réveille aussi très tôt, eh bien, vont avoir tendance à vouloir faire des siestes durant la journée pour récupérer le sommeil qui manque. Parce qu'une fois qu'elles sont réveillées à 4 heures du matin, grand-maman, quand elle décide de faire des tartes parce qu'elle ne s'endort plus, ben, à un moment donné, rendu à 1h30 l'après-midi, c'est l'heure de faire sa petite sieste. Autre changement, les réflexes sont beaucoup plus lents. Beaucoup plus lents. Quand ils voient quelque chose, le temps de réaction est beaucoup plus long. Je peux vous donner l'exemple de mon père, il me faisait rire, mais c'était un peu dangereux. Il conduisait sa voiture et puis il était sur la lumière verte, puis avant que la lumière passe au jaune, déjà il breakait. Okay? Il voulait être sûr que, dit tout à coup, qu'elle passe au jaune, puis après ça au rouge. Fait que ralentir sur une lumière verte, c'est une mauvaise idée. Il se sentait beaucoup plus insécure aussi par rapport à ses réflexes, les réflexes au niveau de la conduite automobile. Les réflexes sont plus lents. Incontinence, je vous parlais de vous lever la nuit, mais il y en a que la problématique, ça va se situer là au niveau des sphincters, au niveau de l'urètre. Ils sont plus lâches, alors peuvent avoir des fuites urinaires. Des fuites urinaires à des moments inappropriés ou inattendus. Un fou rire, une toux, un mouvement rapide, une flexion. Madame joue au tennis et voilà, hop là, la vessie était pleine et le muscle n'est pas suffisamment tendu, donc on a une petite fuite, voilà. Plus grande vulnérabilité aussi à la maladie. C'est pour ça que dans la période que nous traversons présentement avec le COVID-19, on suggère fortement aux personnes qui ont dépassé 70 ans de demeurer chez elles, même si elles ne présentent pas de symptômes de la maladie, parce que leur organisme est plus vulnérable. Leur système immunitaire se défend moins bien, même si ces personnes-là ont attrapé plusieurs rhumes dans leur vie, sont très bien immunisés contre beaucoup de choses. Les nouveaux virus, ils ont de la difficulté à y faire face, sont moins bien équipés. Puis aussi, les rhumes durent beaucoup plus longtemps. Je me souviens très bien, ma grand-mère, quand elle me racontait qu'elle me parlait d'un rhume qu'elle avait eu. 4 semaines plus tard, elle venait de finir ce rhume-là, puis là, elle en commençait un autre. On disait c'est la saga du rhume, le rhume éternel de l'hiver, là. C'est vraiment ça. Il peut attraper des rhumes même l'été.
sont plus frileux, on a parlé, qui avait la gestion le thermomètre, là, le thermomètre de la personne âgée, il est un petit peu bouleversé, lui-là. Là. Ça chauffe au bois dans la maison, on est rendu à 28 degrés, puis ils sont juste bien. Les autres sont juste bien. Nous autres, on a tellement chaud, là, les narines nous collent, les poils de nez nous collent ensemble avec la mort. Hein? Donc, la gestion de la température, ça, c'est une autre problématique qu'on va retrouver chez la personne âgée. Les effets de ces changements physiques-là sur le comportement de la personne âgée, ben, le fait d'avoir un ralentissement général au niveau des réflexes, eh bien, ils ont tendance à moins s'engager dans des activités où ils pourraient se mettre en danger. C'est parfaitement louable, c'est vraiment correct. Là. Mais on voit qu'ils sont plus lents. La vitesse même de déplacement. Je pense à ma mère, qui était une femme qui marchait beaucoup, faisait beaucoup de marches, puis elle marchait très, très, très vite. Là. Si vous m'avez vu marcher, moi aussi je marche pas mal vite. Bon, ben elle, avec le temps, oui, il y a ce ralentissement-là. Aussi, elle manque une personne qui manque d'exercice, qui en fait pas assez, qui est plutôt sédentaire. Ça va entraîner un ralentissement. Quand les personnes bougent, ben, il va y avoir des douleurs associées à ça, douleurs aux articulations. Alors, on a moins tendance à vouloir s'engager dans le même genre d'activité qu'on faisait avant, qu'on faisait beaucoup plus rapidement. Perte d'endurance, de dextérité, puis problème d'équilibre. Les problèmes d'équilibre, c'est lié aussi au système vestibulaire. Le système vestibulaire, c'est à l'intérieur de ton oreille interne. Elle contrôle la position de ton corps dans l'espace et tes déplacements. Puis en vieillissant, ce système-là devient moins efficace. Donc, ils peuvent être plus facilement étourdis, les personnes âgées, quand ils passent d'une position à l'autre dans un délai de temps court. Là. Donc, ils peuvent s'inquiéter aussi de ne pas être capables de se rattraper en cas de chute. Ils ont peur de se blesser. Alors, tout ça va faire qu'il va y avoir un ralentissement général. Diminution de l'activité sexuelle, ça, on va en reparler. C'est beaucoup plus associé à la panne de désir et à la dysfonction érectile que du fait qu'on n'est pas capable de se livrer à l'activité sexuelle parce qu'on avance en âge. Oui, il y a moins d'intérêt, il y a moins de pulsions pour l'homme et pour la femme. C'est plus ça qui va faire qu'il va y avoir un ralentissement de ce côté-là. Mais il y a encore une possibilité d'avoir des relations sexuelles épanouissantes. Bien sûr, il faut qu'il y ait un partenaire. Hein? Bon, toujours dans les facteurs associés à la santé ou au bien-être, je vais vous parler d'intégration sociale et de soutien social, deux concepts qui sont intimement liés. L'intégration sociale, bon, on dit que ça représente un engagement actif dans divers rôles. Bon, vous avez des rôles sociaux dans lesquels vous êtes investi, vous êtes étudiant, certains d'entre vous sont aussi travailleurs, parents, frères, sœurs, voisins, cousins, cousines, vous êtes aussi vous faites partie d'une équipe de basket, d'un club de marche. Donc, ça touche tout ça, ton intégration sociale, ta capacité à tisser des liens avec les autres. Ces autres personnes-là deviennent des personnes significatives à différents degrés pour toi. Le soutien social, ben, parmi ces personnes-là, on souhaite qu'en période de difficulté, quand tu éprouves des difficultés, que ce soit familiales ou de tout autre ordre, ces personnes-là soient là pour toi, pour t'écouter, pour te soutenir, t'aider à passer au travers. On a aussi dans le soutien social, on peut y voir des ressources matérielles, des ressources informationnelles. Donner un exemple très très simple. Dans la période où on est présentement, je dois travailler sur l'ordinateur, je dois monter justement un cours, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je me suis adressée à ma fille, qui elle est beaucoup plus à jour dans, dans comment on fonctionne pour faire un PowerPoint avec des audios, me donner quelques trucs. Je vais dire, c'est du soutien social d'ordre informationnel qu'elle m'a fourni. On peut en avoir financier. Je peux prêter de l'argent à quelqu'un parce qu'il y a un projet à réaliser et qu'il n'y en a pas suffisamment. Je peux aussi, ça peut être aussi le gouvernement qui va me soutenir encore dans la période présente. Le gouvernement s'engage à soutenir les personnes qui ont perdu leur emploi à cause qu'ils doivent être confinés chez eux. Donc ça fait partie du soutien social propre à chaque personne, à chaque communauté, à chaque
culture. Donc, c'est des facteurs qui sont associés à notre bien-être quand on a un bon réseau de soutien dans différentes circonstances. Je vous en reparlerai un peu plus tard quand on parlera du deuil. Bon. Autre facteur, le soutien socio-économique et le niveau d'éducation. Le statut socio-économique, ça favorise un bon statut socio-économique, ça favorise bien sûr un certain équilibre et un minimum de stress chez la personne. Quand tu as un bon emploi, un bon revenu qui rentre, tu arrives à te faire des projets qui sont réalistes, ben c'est un apaisement, oui. Le niveau d'éducation fait aussi que les personnes vont porter un jugement beaucoup plus critique par rapport à ce qu'on apprend de l'extérieur et vont se laisser moins influencer ou croire en des données qui sont fausses, les fake news. Ça va être ça. Et ton niveau socio-économique, ton niveau d'éducation peut aussi te permettre d'accéder à des emplois parfois et ben, souvent plus payants. C'est ça. Les problèmes de santé mentale chez le jeune adulte. Ce qu'on a remarqué, c'est que les jeunes adultes, leur sentiment de bien-être s'améliore par rapport à l'adolescence. On sait que durant la période d'adolescence, on est très critique par rapport à soi-même, on est très introspectif, on est très égocentrique, on se cherche, on se trouve parfois, on vit des choses difficiles, des gros chagrins, et des grands bonheurs. Alors, une fois cette période de tumulte passée, ben, on remarque que ça commence à couler un peu plus doucement. Ça se stabilise au niveau de notre identité, de notre vision de qui on est et de vers où on s'en va. En même temps, on dit les problèmes comportementaux vont diminuer aussi. Donc, le petit délinquant ne va pas se retrouver un grand criminel du jour au lendemain. Les petits délits qui étaient par défi pour épater les autres, parce que ton lobe frontal, ta partie préfrontale n'est pas assez développée, eh bien ça, ça va se stabiliser aussi et tu vas être moins porté à faire des choses de façon écervelée, mon petit ami. Cependant, on a remarqué que des problèmes psychologiques, d'autres types de problèmes psychologiques vont apparaître. En fait, le registre des problèmes chez l'adulte est beaucoup plus étendu que chez l'enfant. C'est pourquoi qu'on va voir l'incidence des désordres psychologiques augmenter chez l'adulte. Type de problème, dépression, oui, il y en avait durant l'enfance, à l'adolescence, mais plus présent rendu à l'âge adulte. Schizophrénie, il n'y en a pas durant l'enfance. À l'adolescence, on va parler de schizophrénie ébéphrénique. Encore là, c'est des thèmes très, très rares. C'est un précurseur à la schizophrénie. Les troubles bipolaires, qui sont aussi dans les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles de personnalité, bien qu'ayant débuté durant l'adolescence, vont se consolider durant l'âge adulte. Alors, c'est un petit peu le portrait qu'on peut se faire par rapport à la santé mentale. La diapositive suivante, je vais vous proposer une activité qui touche justement le phénomène de la dépression chez le jeune adulte. Bon, voici l'exercice que je vous propose de faire cette semaine. Étant donné qu'on ne se voit pas, je vais vous passer à distance un court-métrage qui s'appelle Le voyage d'une vie. Le voyage d'une vie, c'est l'histoire d'une famille qui ont fait le tour du monde. C'est un très, très beau projet. Cependant, au retour de ce long voyage, le père de famille s'est enlevé la vie. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce court-métrage? On parle de thèmes comme le code implicite de la masculinité. On va parler du deuil, bien sûr. On va parler des réseaux de soutien, du rôle des réseaux de soutien. On va parler de l'impact sur les enfants de parents qui se sont enlevés la vie. Vous allez voir évoluer aussi la mère de ces trois enfants-là, la conjointe de Samuel, l'homme qui s'est enlevé la vie, Maryse, comment elle a géré cette situation de crise avec ses enfants et ses proches. Il va y avoir des interventions de spécialistes, alors c'est des choses que vous allez avoir à noter en écoutant le documentaire, parce que c'est ça, il y a beaucoup de spécialistes qui témoignent des réalités par rapport au suicide et par rapport à comment gérer une situation comme ça. Les questions, je vous en ai mis 15.
Je vous suggère de prendre des petites notes en visionnant. Regardez d'abord les questions, imprimez-les s'il le faut. Prenez des petites notes à ce sujet-là, parce que ces questions-là vont se retrouver dans le prochain examen. Pas toutes, bien entendu. Je vais en souligner quelques-unes. Et comme on ne sait pas comment va fonctionner la suite des choses pour les évaluations, il pourrait contribuer à faire partie de vos évaluations, peut-être même dans son intégralité. Alors, allez-y joyeusement. Si ce thème-là, c'est quelque chose qui est trop sensible pour vous, faites-moi signe, je vous trouverai un autre documentaire qui va toucher des problématiques aussi ou des défis relevés par les jeunes adultes. Et puis, on se fera un petit questionnaire comme ça et vous prendrez des notes par rapport à ça. Sur ce, bon visionnement. Parlons de la capacité reproductrice chez l'humain. Eh bien, on sait que le meilleur moment d'avoir des enfants, biologiquement, ça serait entre l'âge de 18 et 25 ans. Notre système reproducteur est mature, donc on est prêt à enfanter. Toutefois, à cette période-là de la vie, beaucoup de jeunes femmes ne sont pas matures socialement, ne sont pas prêtes. Les études ne sont pas complétées. N'ont pas de conjoint, ont décidé de débuter une carrière, de mettre de l'argent de côté, de s'assurer d'avoir tout pour être prêt à recevoir cet enfant-là dans leur vie. Alors, l'âge moyen au Québec, aujourd'hui, on est aux alentours de 30 ans,6. Donc, 30 ans et 6 mois, 30 ans et demi, pour avoir le premier enfant. Et puis, on a passé ce cap-là de la trentaine depuis 2011, c'est la moyenne. C'est la moyenne d'âge. Donc, ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont aux alentours de 35 ans et des femmes qui vont être aux alentours de 25 ans. C'est un changement, ça, au niveau des dernières années par rapport à l'âge moyen pour avoir des enfants. Après 40 ans, il y en a qui en ont. C'est beaucoup plus rare, mais moins rare qu'avant. La photo que je vous ai montrée là, c'est Naomi Watts. C'est une actrice américaine qui a donné naissance à son premier enfant à l'âge de 40 ans. Donner naissance à ce moment-là, ce n'est pas sans risque. À 40 ans, bon, il y a des risques au niveau de l'enfant qui soit atteint de trisomie 21. Il y a des risques au niveau de la grossesse, des problématiques de grossesse. Et bien sûr, donner naissance chez une femme plus âgée. Ça peut être problématique. Alors, on préférerait que les enfants se fassent avant l'âge de 40 ans. Mais ce sont des choix. Les familles recomposées aussi peuvent être à l'origine du fait d'avoir des enfants tardivement. La capacité reproductrice de l'homme, elle, ben, c'est toute la vie. Les spermatozoïdes vont être produits toute la vie parce qu'on sait que chez la femme, dépassée après la ménopause, là, c'est terminé. Tu n'en auras plus de bébé. La ménopause se déroule entre 48 et 52 ans où ça va se terminer, la fertilité chez la femme. L'homme, oui, il va toujours avoir des spermatozoïdes, mais ils peuvent être en nombre le plus réduit en vieillissant. Puis aussi, ce qu'on a remarqué, c'est qu'au cours des dernières années, les hommes présentaient un moins bon taux de fertilité qu'avant. Quand on fait des spermogrammes, plusieurs hommes qui sont exposés à la problématique d'être oligospermiques. Donc, il n'y a pas suffisamment de spermatozoïdes dans leur sperme pour permettre la procréation, même dans les cas de procréation assistée in vitro. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit envisager comme possibilité? Pour certains couples, ça va être l'adoption. Pour d'autres, ça va être assistance par le don de sperme. Si c'est madame qui n'a pas la problématique d'infertilité, ça va être ça. Alors, il y a plusieurs techniques qui peuvent être mises en branle quand le désir d'enfant est très présent dans un couple et que ça devient un incontournable pour eux, pour leur bonheur familial. La procréation assistée est une des techniques dont les couples peuvent avoir recours pour donner naissance à un enfant. Dans ces cas-là, il n'est pas rare que des grossesses gémellaires soient le fruit de cette intervention. On parle alors de nos fameux bébés éprouvettes. Donc, des embryons sont implantés dans l'utérus de la mère. On en implante plusieurs pour s'assurer d'avoir au moins un produit de conception qu'on pourra mener à terme. Voilà, alors papa, maman sont heureux, ont de belles petites filles. C'est génial. Dernière diapositive de ce diaporama sur le développement physique du jeune adulte. Quand faire un enfant devient un rendez-vous médical.
ce que je veux vous dire en vous présentant cette diapositive-là, c'est que certains couples qui vivent la problématique de l'infertilité ont recours à plusieurs techniques qui peuvent lourdement affecter la dynamique du couple. Les attentes l'un par rapport à l'autre, le souhait de devenir parent est très puissant. Mais à un moment donné, quand on vit à chaque, je vous donne un exemple une dame par exemple, qui, ça fait plusieurs années, qui essaie d'avoir des enfants, vont consulter le médecin, toujours 7 ans, qu'il n'y a pas d'enfant au rendez-vous. On s'adresse en clinique de fertilité, on procède à toutes les interventions nécessaires pour, justement, production d'ovules. Donc, on donne des médicaments à la femme. C'est quelque chose qui est très épuisant pour le corps. On prélève des ovules. On demande le sperme de l'homme, on le met en présence. On crée des embryons. Après ça, on va faire développer ces embryons-là in vitro. Après ça, on va les implanter. On en implante plusieurs parce que chaque intervention coûte extrêmement cher. Alors, on dit, pour qu'il y en ait au moins un qui survive. Alors, toute cette phase-là, il y a parfois des échecs. J'ai connu des gens qui ont vécu, étaient rendus à leur 3e tentative. Heureusement, ça a fonctionné. Mais vous imaginez, toutes ces années-là et tout cet investissement-là, ça prend un couple solide, vraiment solide. Parfois, certains couples, s'ils font face à l'infertilité, un des partenaires va dire, si je ne peux pas avoir d'enfant biologique, je préfère te quitter. Le désir d'enfant est plus fort que de maintenir la relation. On ne peut pas juger de cela. Si pour ces personnes-là, l'adoption n'est pas une option non plus, ou même le don de sperme, le don d'ovule, toutes les autres stratégies qu'on leur propose ne sont pas pour eux un choix, ça peut amener à la rupture du couple. Une fois, si tout finit par fonctionner, 3e essai, comme la personne dont je vous parle, fonctionne, c'est pas tout. T'as pas fini de vivre du stress. On a implanté 3 embryons, 4 embryons. Comment se poursuit la grossesse? Les problématiques qui peuvent surgir, est-ce que ça devient des grossesses à risque? À l'issue de tout ça, la naissance est-elle arrivée à temps, à terme ou de façon prématurée? Alors, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un couple. Ça prend un couple solide pour passer à travers de ça. Et si tout se déroule bien et que la confiance en mutuelle est là, l'amour est toujours présent et ces personnes-là ont des soutiens extérieurs pour les aider en période de crise, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien pour la suite et qu'ils fondent une merveilleuse famille, puis que le stress diminue tranquillement. Autre problématique qu'il peut y avoir, quand ça fait longtemps qu'on veut avoir des enfants, on finit par avoir nos enfants tant attendus, le surinvestissement envers l'enfant. Donc, de faire de cet enfant-là un petit miracle, et ton petit miracle devient un enfant roi. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Alors, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de faire vos lectures qui touchent le développement cognitif de l'adulte. Je vous envoie un PowerPoint bientôt et bon visionnement du voyage d'une vie. Parlons de la vie sexuelle des personnes âgées. Ah, mon doux, hein? Il y en a qui disent, je veux pas le savoir. Non, on veut pas savoir ce qui se passe dans la chambre à coucher à grand-papa et grand-maman, ou grand-papa et sa nouvelle blonde. Voilà, sa nouvelle blonde qui a 73 ans, grand-papa en a 83 quand même, il y a un petit écart d'âge, ils s'entendent très bien. Donc la sexualité chez les personnes âgées, elle peut toujours être présente. La plupart des personnes qui vivent en couple disent qu'ils maintiennent une activité sexuelle régulière. Mais régulière, qu'est-ce que ça veut dire? Régulière, est-ce que c'est 1 fois par 6 mois? Il y a une activité sexuelle complète? 1 fois par année? 1 fois par semaine? 3 fois par semaine? Plus rarement 3 fois par semaine. Disons que entre 70 et 80 ans, les hommes sont toujours capables d'avoir des relations sexuelles. La femme, elle, toute sa vie. Je vous dis pourquoi l'homme entre 70 et 80 ans. Les problématiques qu'il peut y avoir, c'est plus des dysfonctions érectiles. Donc, la capacité d'avoir des érections est plus ralentie parce que le système sanguin est ralenti. On voit aussi qui peut être à l'origine de ça, c'est la diminution de l'excitation.
la diminution du désir sexuel, la panne de désir qui peut être en cause. Alors là, ça va faire que la vie sexuelle du couple peut être affectée. Donc, mais il y a quand même des personnes qui sont en âge avancé et qui ont des ébats sexuels dont certains jeunes pourraient être envieux. Et oui, ils prennent leur temps. Ça dure plus longtemps. Donc, c'est ça. Il y a les stéréotypes sociaux associés à la vie sexuelle chez les personnes âgées qui peuvent mettre un frein aussi à leur désir de rapprochement. Je pense à mes ex-beaux-parents. Gérard, lui, il aurait beaucoup aimé avoir plus fréquemment des relations sexuelles avec son épouse. Mais son épouse, pour elle, elle se disait, on est bien trop vieux pour ça. Okay? Juste un petit cocol, c'est bien assez. Donc, elle n'avait peut-être plus le désir comme tel de rapprochement, où en était leur relation à ce niveau-là. En tout cas, les deux n'étaient pas à la même place. Puis ça peut être à l'origine du ralentissement au niveau de la sexualité. Mais des jeunes couples, parce qu'il y a des jeunes couples de vieux, donc des couples, des personnes qui viennent de former un couple récemment, qui ont une très, très belle vie sexuelle, puis qui ne s'en gênent pas du tout, qui apprennent à se découvrir et qui vivent leur amour avec passion. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un peu moins fréquent, que la pulsion est moins, elle arrive moins souvent aussi, mais la vie sexuelle peut être tout aussi satisfaisante. On a juste la difficulté, nous, les jeunes adultes, à s'imaginer comment ça peut se passer parce qu'on ne s'identifie pas à la personne âgée. Mais voilà, ils ont le droit, eux aussi, de s'épanouir sexuellement, même si ce n'est pas pour avoir des enfants. Le climatère. Le climatère, c'est une période de la vie chez l'homme et la femme qui marque la fin de la capacité de reproduction. Donc, tu as le climatère masculin, le climatère féminin. Le climatère féminin, c'est connu sous le nom de ménopause ou périménopause, en fait, et pour l'homme, c'est l'andropause. La ménopause, c'est l'arrêt complet de la reproduction chez la femme. Tandis que la périménopause, il y en a qui parlent de préménopause, c'est un autre terme qu'on emploie. Pré pour avant la ménopause, mais péri veut dire autour. Donc, ce sont tous les symptômes autour de la fin, justement, de la capacité reproductrice chez la femme. La périménopause ou préménopause, ben, elle est marquée par des symptômes particuliers. Comment ça se présente? À quel moment ça se présente? Pour plusieurs femmes, c'est à partir de l'âge de 45 ans et elle peut s'étendre sur 4 à 5 ans où il y a une manifestation de ces symptômes-là. C'est pas pareil d'une femme à l'autre. Il y en a qui vont avoir tous ces symptômes-là de façon importante. Il y en a qui vont en avoir très peu. Il y en a qui vont avoir certains de ces symptômes-là, mais pas tous. Alors, c'est du cas par cas et jusqu'à ce que tout cela s'estompe et qui marque la fin, l'arrêt complet. Quand est-ce qu'on dit qu'une femme est ménopausée? Quand ça fait 1 an qu'elle n'a plus eu ses règles. Donc, dans la périménopause, elle peut avoir encore des règles, mais des règles par intermittence, avec un flux sanguin plus important ou juste du spotting. Donc, on voit qu'il y a un déséquilibre chez cette personne-là qui, au départ, était peut-être même quelqu'un qui avait des cycles réguliers. Donc, diminution de la production hormonale ovarienne, donc tes ovaires arrêtent graduellement de produire les hormones jusqu'à un arrêt total. Les menstruations deviennent irrégulières, une modification au niveau des tissus. Les tissus de la... Mais oui, ben oui. Les tissus de la vulve et du vagin vont être plus minces. Et ensuite, tu vas avoir aussi une diminution de la lubrification vaginale. Les parois vaginales vont s'amenuiser. Tu fais, ah, mon Dieu. Ben oui, c'est ça. HS. OK, ça amincit puis HS. Donc, les relations sexuelles vont être moins fun. On peut contourner cette problématique-là si la femme veut toujours s'engager dans des relations sexuelles épanouissantes en prenant, par exemple, des lubrifiants. Ça ne fait pas obstacle à sa sexualité comme telle si elle ne se dit pas que sa vie sexuelle est terminée. Certaines femmes, à l'arrivée de la ménopause, vont réagir de façon négative et se dire que justement, elles sont trop vieilles pour ça. Alors, vont mettre de côté leur vie sexuelle. Par le fait même, leur conjoint peut vivre de grandes frustrations et les conflits peuvent apparaître et dégénérer dans des situations qu'on ne souhaite pas.
Voilà. Ah oui, nous avons aussi bien sûr les bouffées de chaleur. C'est souvent un des symptômes premiers dont la femme va se plaindre. Ça peut arriver dans la journée, subitement, la température augmente comme une fièvre et les personnes se mettent à suer, carrément, ok, suer dans le cou, dans le pli du bras, dans le pli du genou, sur le dessus du bras, les aisselles. Donc, c'est des bouffées vraiment impressionnantes qui s'effacent comme elles sont arrivées rapidement, mais que c'est très désagréable. Certaines femmes vont avoir énormément de transpiration et tu te retrouves dans une situation, des fois des situations sociales, où est-ce que ça te rend très très mal à l'aise, là. La personne devient carrément rouge, rouge et emplie de sueur. On peut prendre, je dis je ne prends pas personnellement des hormones. On peut suggérer à des femmes qui ont des symptômes beaucoup trop importants de prendre de l'hormonothérapie pour amoindrir les symptômes associés à la ménopause, pour qu'elles traversent ça de façon beaucoup plus sereine. Mais il y a des contre-indications dans certains cas, les personnes qui seraient fumeuses par exemple, ou qui ont d'autres types de problématiques de santé qui sont chroniques. Alors, c'est pas tout le monde qui peut prendre l'hormonothérapie. Et voilà. On a vu les symptômes physiques de la ménopause, mais sur le plan psychologique, certaines femmes peuvent être lourdement affectées par ces changements-là. De l'insomnie, les problèmes de migraine, vous allez dire, bon, mais ça, c'est des problèmes physiques, mais l'insomnie peut être aussi liée à des préoccupations face aux changements que la personne vit, par rapport aussi à ses symptômes physiques qu'elle éprouve durant la journée, ça peut être à l'origine de son insomnie. Des migraines. Irritabilité, ça, c'est devenir à cran. Elle devient comme dans ses SPM, mais elle est en mode plus plus. Oh là là, voilà. Vivre de l'anxiété, des appréhensions par rapport aux choses qui s'en viennent, ce qu'elle n'avait pas avant. On a l'impression qu'il y a des changements qui s'effectuent auprès de cette personne-là, des choses qu'on n'avait pas vues avant. Dépression, là, il peut y avoir des facteurs externes à la dépression. Les changements hormonaux peuvent entraîner des phases dépressives, mais une vraie dépression peut être associée à des facteurs externes comme le syndrome du nid vide. Le syndrome du nid vide, c'est quand le dernier petit poupon à maman part de la maison. Ton petit poupon, ben c'était un Tanguy qui est rendu à 28 ans puis qui a décidé de voler de ses propres ailes. Mais si ta vie à toi tournait autour de ton mari et de tes poupons et ton dernier petit poupon, ben il y en a qui se sentent comme ils n'ont plus de prise sur rien, leur vie n'a plus de sens. Elles étaient des épouses et des mères. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? À quoi je sers? Peut entraîner la dépression. Baisse du désir sexuel. On l'a remarqué plus chez les femmes qui avaient déjà peu de libido ou qui manifestaient peu d'intérêt pour la sexualité. Quand arrive la ménopause, parfois ça devient leur alibi. Ça ne m'intéresse plus parce que je suis ménopausée et j'ai plus de désir sexuel. Alors, l'idée est d'aller consulter dans des cas comme ça, aller consulter seul ou en couple pour régler la problématique, pour ne pas créer de mésentente entre les partenaires. Parce que le partenaire amoureux, dont la conjointe n'éprouve plus de désir ou dit j'ai plus le goût de toi, quand avant ça tout semblait bien aller, peut vivre des frustrations. C'est un mode de communication à la sexualité, ne l'oubliez pas. Donc, il y en a, bon, c'est ça, baisse des désirs sexuels, puis il y en a d'autres que l'arrivée de la ménopause est très bien accueillie. Elles se sentent enthousiastes, créatives, fini justement les grandes fluctuations hormonales des cycles à tous les mois. Elles vont vivre ça comme fini les tampons, fini les serviettes. La période de la périménopause est passée, donc c'est fini aussi les bouffées de chaleur. Maintenant, je me consacre à moi et je me démarre dans une nouvelle vie. Je réalise des projets pour moi. Les enfants sont partis. Fait qu'il y a un volet social aussi qui tourne autour de la façon d'aborder ce qu'est la ménopause. Il y en a qui en font des drames, puis il y en a qui l'accueillent bien. C'est du cas par cas. Si ça va pas bien, on suggère fortement aux personnes d'aller consulter, d'aller demander, d'aller chercher de l'aide médicale dans certains cas et de l'aide psychologique pour d'autres cas, ou une combinaison de ces deux cas-là.
Nous voilà rendus à parler de l'andropause, les symptômes physiques. Ça ressemble beaucoup à la ménopause. Ce qu'on remarque chez l'homme, c'est une baisse d'énergie globale, puis un sentiment de lassitude. Donc, lassitude, c'est comme, il n'y a plus le goût de rien faire. Celui-là, il est plus présent chez l'homme que chez la femme. La femme, on va remarquer des symptômes dépressifs. Quoique, quand on est dépressif, on a une perte de motivation aussi. Mais un homme qui est très actif peut remarquer une baisse au niveau de son énergie globale, puis un sentiment de « Ah, oh, j'ai pas le goût de ». Diminution du bien-être général dans les activités qu'il faisait d'habitude. C'est pour ça que c'est souvent confondu l'andropause avec une dépression. Mais en fait, comment je fais pour savoir si c'est une andropause ou si c'est une dépression? Mais c'est juste un médecin qui peut arriver à déterminer ça, puis c'est en mesurant le taux de testostérone qui circule à l'intérieur de l'organisme de l'homme. Quand ce taux-là est inférieur à des marges prédéterminées, qui font que l'homme devrait normalement produire cette testostérone-là, eh bien, on va leur prescrire des médicaments, Andriol, qui en est un gel spécifique qu'on étend sur la peau qui va donner la quantité de testostérone qui est manquante dans l'organisme puis qui est responsable des symptômes physiques. On dit des douleurs vagues, un sentiment que c'est ça, il commence à avoir des bobos un peu partout. Transpiration, vertige, migraine. Alors, regardez, ça ressemble beaucoup à la ménopause. Peuvent avoir aussi des palpitations, avoir l'impression, oh mon Dieu, je suis en train de faire une crise cardiaque, là. Ça ressemble un petit peu à notre crise de panique, mais ce n'est pas une crise de panique, c'est juste un petit peu une désorganisation au niveau de la rythmie du cœur, mais qui est pas, c'est pas dangereux. C'est associé encore là à la baisse hormonale. Donc, mais il faut aller consulter quand même. Quelqu'un qui voit, un homme qui voit qu'il y a ces changements-là, c'est insécurisant. Il a peur d'avoir une maladie grave. Donc, si lui prend la peine de dire oui, je vais aller consulter, c'est une très bonne nouvelle. On va en avoir le cœur net. On n'attendra pas. Si jamais il y a quelque chose de grave sous-jacent, bien, on va les traiter immédiatement. Et si c'est l'andropause, on a des solutions aussi pour aider monsieur. Un des symptômes dont les hommes se plaignent, auxquels on associe l'andropause, les dysfonctions érectiles. Et oui, comme j'en parlais tout à l'heure, l'érection se fait plus difficilement. Puis la problématique avec quand l'érection se fait plus difficilement, c'est que ça peut angoisser les hommes. Ce qu'on appelle l'angoisse de la performance dans la sexualité. On sait que l'homme est un chevalier, est un guerrier. Alors, quand ça ne fonctionne pas, il devient plus angoissé. Et quand il est angoissé, eh bien, ça fonctionne encore moins. Parce qu'on active notre système sympathique quand on est angoissé. Et le système sympathique, c'est celui-là qui nous prépare à la défense et à l'attaque. Donc, c'est comme si on voyait un ours. Et d'habitude, quand on voit un ours, on n'a pas le goût de bander. C'est ce qui va arriver à nos hommes. Alors, l'inquiétude que ça ne fonctionne pas va augmenter l'incapacité à ce que ça fonctionne. Que se passe-t-il maintenant sur le plan psychologique avec l'homme qui est aux prises avec l'andropause? Nervosité, agitation, irritabilité, et l'irritabilité peut mener à la colère. La colère qui peut être déplacée sur les gens ou sur les objets. Vivre des phases dépressives accompagnées de sanglots. Oh là là, ok, oui, il devient tout d'un coup, on dirait, plus fragile, l'impression qu'il perd ses moyens. Puis pour l'homme, n'oubliez pas, hein, dans notre stéréotype de la masculinité, et s'il se sent fragile, pour lui, il y a quelque chose qui ne va pas, il n'est plus un homme. Donc, de sentir toute cette agitation émotionnelle à l'intérieur de lui, ça devient bouleversant. Il va se plaindre d'insomnie et de trous de mémoire. Mais pourquoi les trous de mémoire? C'est souvent parce qu'il est très, très préoccupé par ces changements-là qui affectent ce qu'il affecte sur le plan psychologique et physique. Alors, quand on est occupé à penser à autre chose, l'information rentre moins bien. Il y a de tout ça. La peur de vieillir, peur de perdre sa force, sa jeunesse, sa vitalité. Waouh! C'est le genre de préoccupation qui peut atteindre une personne dont l'andropause est la cause. Le démon du midi, vous en avez peut-être déjà entendu parler, sans dire que c'est lié à l'andropause nécessairement. Qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui va chercher dans les bras d'une jeune femme le remède à toutes ces angoisses psychologiques liées à l'andropause ou au vieillissement et à toutes ces inquiétudes physiques liées à l'andropause ou au vieillissement. Donc,
en se retrouvant dans les bras d'une jeune femme, il est convaincu que tout va redevenir à la normale. Il va redevenir l'homme fort, jeune et viril qu'il était autrefois. Ça peut marcher un certain temps, ça peut marcher au début, mais le retour du balancier fait en sorte que, oups, ça lui revient, il revient à un moment donné en pleine face, les doutes reviennent et ça ne fonctionne plus, en plus d'avoir perdu son épouse qui dit non, 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 tu reviendras pas, reste avec ta petite jeune. Voilà les conséquences psychosociales de l'andropause. En fait, de la personne qui est atteinte du démon du midi. Tu dis pourquoi le démon du midi? C'est le midi de la vie. Si je vis jusqu'à 90 ans, ben ça va être 45 ans, le démon du midi, qui va s'approcher de moi. Mais l'andropause, on calcule beaucoup plus qu'elle apparaît aux alentours de 52 ans. C'est une diminution marquée de la testostérone. Donc, on se donne une marge dans laquelle peut être vécu le démon du midi, mais le démon du midi peut être ressenti des dysfonctions érectiles chez l'homme. Il peut y en avoir à 45 ans aussi. Alors, et de se retrouver dans les bras d'une jeune femme, peuvent penser que ça va être la solution à tous leurs problèmes, mais non. Je vais terminer cette présentation avec les théories du vieillissement. Deux théories, la théorie du vieillissement programmé, ou ce qu'on appelle la théorie du vieillissement hérité. Ben, ce qu'on se dit, c'est que le vieillissement répond à un programme développemental préétabli pour chaque espèce et n'est sujet qu'à des modifications mineures. Donc, selon la programmation que nous avons chez l'humain, on le sait, la longévité humaine est entre 110 ans et 120 ans. Donc, on est fait pour vivre ce temps-là. Toutes les étapes de la vie biologique, des choses qui nous arrivent, c'est une séquence de maturation et une séquence de déclin. On est programmé pour ça. Ça, c'est le vieillissement programmé ou hérité. La théorie du vieillissement variable, qu'on appelle aussi la théorie du vieillissement par usure, est associée, elle, on l'explique, par des attaques externes, environnementales. Ça serait un petit peu comme l'image que je vous mets avec ma Westphalia. Ma Westphalia qui avait fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. J'ai mis de la peinture dessus, j'ai dessiné des fleurs, on a eu des accrochages. Dans le fond, l'organisme humain a été soumis à plein d'accidents. Des accidents qui sont arrivés par hasard, des accidents qui peuvent être dans la programmation génétique de cette personne-là et puis qui peuvent venir aussi de l'extérieur. Eh bien, tout ça, okay, ça fait que chaque individu a un rythme de développement particulier et qui ne serait pas uniquement préprogrammé. Donc, les détériorations subies par l'organisme humain au fil des ans, comme l'endommagement de certaines cellules, des fractures, des radiations, l'usure des articulations, l'usage de l'alcool, des problèmes de cholestérol, on pourrait en rajouter le surpoids. Dans le fond, tout ce qui était vieillissement secondaire, ben, va se retrouver dans cette théorie-là, tandis que le vieillissement primaire répondrait à la théorie précédente.